J'ai d'abord fait un master de recherche en arts plastiques à la Sorbonne. Ensuite, je suis entrée aux Beaux-Arts de Cergy. Et puis après, je suis entrée au Fresnoy. Et donc là, je suis en deuxième année au Fresnoy. Pour entrer au Fresnoy, c'est sur dossier. Et donc, il faut dire quel est le projet qu'on a l'intention de réaliser durant notre année au Fresnoy. Et donc voilà, ça se passe sur 2 ans, un projet par année. Et à la fin de chaque année, il y a une exposition qui expose tout ce que le Fresnoy a produit durant l'année. Donc tous les projets des étudiants, quoi. Moi, le projet que j'ai réalisé en première année, c'est une installation vidéo. Donc, au centre d'une pièce carrée, il y a une machine sur laquelle est fixé un vidéoprojecteur. Et la machine fait tourner ce vidéoprojecteur à 360 degrés, à l'horizontale et à la verticale. Du coup, l'image se promène sur toutes les parois de la pièce et elle va jusqu'au plafond. Et le film qui est projeté, donc ça dure environ 15 minutes. Et la particularité, c'est que les mouvements de caméra du film sont synchronisés avec le mouvement du vidéoprojecteur contrôlé par la machine. C'est un vidéoprojecteur classique qui projette en 4 tiers, qui a été fixé sur la machine. Et la machine contrôle ce vidéoprojecteur à travers la bande-son du film. Dans la bande-son, j'ai inséré des commandes. C'est transmis à la machine par un canal audio. Et donc c'est une commande simple sur 12 bits. Et voilà, il y a un programme sur la machine qui le déchiffre et qui vient donc activer la mécanique pour faire tourner toute la partie mobile de la machine, quoi. Ça, la programmation, elle est assez simple. C'est juste qu'après, quand je suis arrivée au Fresnoy, ceux qui travaillent au pôle installation m'ont fait un programme un peu plus simple avec MaxMSP pour que je puisse contrôler très facilement la machine, que j'ai pas à refaire la commande à chaque fois que je veux déplacer d'un degré de plus ou d'un degré de moins. Voilà, avec MaxMSP, c'était beaucoup plus simple de contrôler la machine directement. On a commencé à travailler dessus avant d'entrer au Fresnoy. Et c'est mon père qui l'a réalisé. Et ça lui a pris à peu près 1 an et demi, quoi. Et on a vraiment achevé. C'était à peu près en février, quoi. Ça a pris 1 an et demi. Puisque je voulais que l'image, les mouvements de caméra et les mouvements du vidéoprojecteur soient synchronisés, du coup il fallait que je puisse varier la vitesse pour qu'elle soit parfaitement adaptée au mouvement de caméra. Une de mes intentions, c'était de vraiment redonner une place à part entière à la machine de projection. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a plutôt tendance à vouloir cacher, à vouloir en mettre le plus loin possible, de façon à ce que ça gêne le moins possible le spectateur dans son appréciation du spectacle. Et en fait, j'avais envie de revenir un peu aux origines du cinéma et le fait que la machine de projection était autant un objet de fascination que le film qui était projeté, et que le spectacle, c'était tout le dispositif. Et donc voilà, j'avais envie de revenir un peu à ça, à ce que du coup le spectateur puisse pas se passer du fait que l'image vient d'une machine, et voilà, que dans ses déplacements, il faut qu'il l'évite, il passe à travers le rayon lumineux. Enfin, c'était ça aussi, c'était de réaffirmer le lien de dépendance de l'image avec la machine par le rayon lumineux. Je m'intéressais à la place du spectateur, où est-ce qu'on se met vis-à-vis de l'écran, à quelle distance, de quel côté, enfin quelles sont nos préférences, que ce soit dans une salle de cinéma ou même dans un espace d'exposition, comme un musée. Et en fait, ce que j'avais envie de faire dans cette installation, c'était de transformer le spectateur en spectateur mobile, qu'il ait sans cesse à redéfinir sa place vis-à-vis de l'écran, puisque dans l'installation, il se déplace, donc le spectateur doit se déplacer aussi. En fait, en faisant un peu mes recherches comme ça sur la place du spectateur, je suis tombée sur un article de sociologie. L'étude avait été menée dans des salles de cinéma en région parisienne. Le but, c'était vraiment de considérer la salle de cinéma comme un terrain à occuper, à conquérir. Et donc, il parlait de plein de petites choses. Du coup, il rangeait les spectateurs en différentes catégories, les retardateurs, ceux qui sont à l'heure, etc. Puis, il parlait de la zone d'évitement, le fait qu'on laisse quelques sièges inoccupés autour de chaque personne, ça s'appelle une zone d'évitement. Il parle des étapes lumineuses, on baisse la voix, plus la lumière baisse, plus on va baisser la voix. Enfin, toutes les façons dont on est conditionné à partir du moment où on entre dans une salle de cinéma. Et donc du coup, un peu malgré nous, on se soumet à une sorte de rituel pour choisir notre place et pour voilà, notre comportement dans une salle de cinéma. Et donc c'est à partir de cet article que j'ai écrit le scénario de mon film, la première partie de mon film.
donc qui se passe dans une salle de cinéma, et c'est vraiment un concentré de toutes les attitudes dans lesquelles on peut se reconnaître quand on va au cinéma voir un film. Et donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est que tout ce rituel hyper cadré soit complètement bouleversé dans l'installation, puisque du coup, il faut tout le temps changer de place, il faut prendre en compte les autres spectateurs, et il faut tourner autour de la machine. Enfin, il y a plein de contraintes qu'il faut prendre en compte. La deuxième partie du film, elle est constituée d'archives cinématographiques. C'est que des images que je suis allée récupérer dans des films qui sont dans le domaine public. En fait, mon intention, c'était qu'à partir du moment où le film commence dans la salle de cinéma, on rentre dans le cinéma en général. C'est pas un film en particulier, mais c'est un peu ce qu'est le cinéma. Et donc là, c'était aussi pour entamer une réflexion plus générale sur notre rapport au cinéma, quoi. Et donc après, je suis allée chercher vraiment des sortes de motifs dans les films, des personnages qui se déplacent dans la même direction. Il y a plusieurs extraits où les personnages se regardent dans un miroir. Enfin, donc voilà, d'aller chercher des motifs comme ça. Et puis, donc après, dans cette partie de l'installation, l'image tourne toujours dans le même sens. Et ça fait un peu une sorte de manège cinématographique. Cette histoire de miroir, je la commence même dès la première partie de mon film, quand il y a deux personnages féminins qui discutent entre elles, qui racontent un événement qui s'est passé dans une salle de cinéma. C'est l'histoire d'une fusillade qui a eu lieu dans un cinéma aux États-Unis. C'est un événement qui s'est vraiment produit. Lors d'une première de Batman, au bout de 20 minutes de film, il y a une scène de fusillade. Et donc, sûrement que le mec qui avait l'intention de connaître le film, en tout cas, il s'attendait à ce qu'il y ait une fusillade. Il a profité de ce moment pour faire irruption dans la salle et pour fusiller les premiers rangs, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y avait tellement de bruit de l'écran et dans la salle que les spectateurs qui étaient un peu loin n'ont pas tout de suite compris ce qui se passait, et voilà, ils ont continué à regarder le film alors que le premier rang était en train de se faire tirer dessus, quoi. Et donc les deux filles sont en train de se raconter cet événement, et du coup elles se demandent, mais il voulait imiter le film, ou voilà, elles commencent à s'interroger là-dessus, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, il aurait voulu être dans le film. Et donc cette réflexion sur est-ce que c'est nous qui imitons le cinéma, ou est-ce que c'est le cinéma qui reprend des événements de la réalité et les transforme en film, c'est quelque chose qui va ensuite se poursuivre tout au long de l'installation, parce que après il y a cette réflexion avec Cyrano de Bergerac sur l'histoire de la lune en miroir avec la réalité, bon voilà. Et après il y avait même cette mise en abîme avec le fait que les personnages de mon film se déplacent dans une certaine direction, et que du coup les spectateurs dans l'installation sont un peu obligés de se déplacer dans la même direction s'ils veulent suivre le film. Donc il y avait même un jeu de miroir dans le dispositif lui-même, quoi. Bon, c'est une énorme mise en abîme. C'était même un peu comme ça que j'ai commencé à imaginer ce projet. C'était quand j'ai vu une œuvre de William Kentridge qui s'appelle The Refusal of Time. Je l'avais vue à Kassel, dans l'exposition. Et en fait, la particularité, donc ça se passait dans une sorte de hangar. Il y avait des projections sur 3 des murs au moins, et donc les spectateurs étaient un peu au centre de la salle, sur un tabouret qui tourne, et donc on était invités à vraiment tourner sur nous-mêmes et regarder le film qui se déroulait un peu dans toute la salle, quoi. Et voilà, c'est comme ça que j'aimais bien l'idée qu'il fallait qu'on puisse tourner sur nous-mêmes. On n'était pas obligés, mais on avait cette possibilité. Et donc voilà, contrairement un peu à ce dispositif, ce qui m'intéressait, c'est de ne pas me passer du face-à-face avec l'image. Il y a toujours une seule image. Du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus autoritaire, parce qu'on est obligé de suivre cette image, et la machine a vraiment le rôle un peu de marionnettiste, quoi. Elle lance l'image dans la direction qu'elle veut, enfin, si on peut dire ça, et du coup le spectateur est obligé de suivre, et son regard est complètement dicté par les mouvements du vidéoprojecteur. Donc voilà, c'était ça qui m'intéressait aussi, qu'il n'y ait toujours qu'une seule image. Et puis après, pour la machine en elle-même, j'aimais bien qu'on puisse voir tous les mécanismes, voir exactement les moteurs, les poulies et tout, voir comment ça fonctionnait, parce que j'aimais bien l'idée que le spectateur, l'imagination du spectateur doit aussi prendre en compte la façon dont l'œuvre a été créée, quoi.
je pensais aux installations de Tony Horsler qui montrent tout, quoi. Quand il fait vivre une petite marionnette, on voit le vidéoprojecteur qui projette un visage sur la marionnette, etc. Enfin, et donc du coup, quand on considère l'œuvre, il faut aussi prendre en compte tout le dispositif, quoi. Et je trouvais que ce genre d'installation, ça fait beaucoup plus travailler l'imagination du spectateur qui doit, à un moment donné, faire abstraction de la technique. Mais c'est à lui de le faire, c'est pas l'artiste qui cache la technique pour qu'il puisse se couler confortablement dans la fiction. Du coup, on est un petit peu heurté par la technique et on est obligé de le prendre en compte dans la façon qu'on a d'apprécier la photo. L'œuvre s'intitule Les états et empires de la Lune, en référence au livre de Cyrano de Bergerac qui s'appelle L'autre monde, les états et empires de la Lune. Et en fait, dans ce livre, il raconte l'histoire d'un homme qui trouve le moyen de voyager jusqu'à la Lune. Et lorsqu'il y arrive, il découvre un peu qui habite sur la Lune. Et la description de cette société, c'est l'occasion pour Cyrano de Bergerac de critiquer un peu en miroir la société sur Terre, quoi, la nôtre. Et donc tous les rituels, les coutumes, les us et coutumes de la Lune, c'est toujours une façon de critiquer nos propres coutumes. Et donc je trouvais que tout ce que Cyrano de Bergerac disait sur la Lune, sur ce monde lunaire, ça pouvait facilement se rapporter au monde cinématographique, à l'idée qu'on se fait du cinéma, et que le cinéma c'est un autre monde qui nous sert de miroir, et voilà, qu'on critique en miroir ou pas, enfin c'est pas forcément une critique... Enfin, c'était ça la question que je me posais, c'est qui influence qui? Est-ce que c'est la réalité qui influence le cinéma, ou est-ce que c'est le cinéma dans sa façon de présenter la réalité qui va du coup l'influencer aussi? Dans l'installation, à partir du moment où le film commence, où on rentre dans le cinéma, il y a une radio qui se met en marche, enfin dans une des enceintes, il y a une radio qui retransmet des extraits d'une émission où justement l'invité parle de Cyrano de Bergerac et décrit un peu toute la théorie de ce monde lunaire. Et donc voilà, c'est juste une piste pour nous amener vers le cinéma, quoi. Faut le comprendre. Et donc voilà, en plus l'image de la Lune, elle était hyper significative parce que c'est quand même un objet cinématographique hyper fort. C'est l'un des premières images qui a été produite dans le cinéma. Et donc c'est là-dessus qu'on termine dans mon film. La projection va jusqu'au plafond et donc c'est la Lune de Méliès. Voilà, on termine là-dessus, quoi. C'est mon image finale.